Le chevalier Garou. L'astre de la nuit vivait ses derniers instants. Un long hurlement s'éleva qui fit frissonner la forêt. Puis, le silence. Un silence terrible, surnaturel, comme si la forêt, figée d'horreur, retenait son souffle de peur d'attirer l'attention. Un silence de tombeau. De longs doigts griffus écartent l'épais feuillage baigné par les derniers rayons bleuâtres de la lune. Deux yeux, sans paupières, de brûlants joyaux fixent dans le lointain les faibles lumières d'un château. Dans la plus haute tour de cette forteresse, une jeune femme se lève d'entre les coussins de soie mouillés de larmes. C'est une belle et gracile personne, l'épouse d'un baron de Bretagne. À peine 20 ans, des membres délicats, une peau plus blanche que le lys, de longs cheveux auburn encadrant l'ovale parfait du visage, des yeux couleur de lac de montagne, une bouche mutine. On l'appelle Blandine. L'inquiétude de la jeune femme ne cessait de grandir. Son époux avait disparu du domaine depuis 3 jours. Rien ne parvenait à la distraire, ni le babillage de sa suivante, ni le doux chant du jeune page. Elle tordait ses belles mains d'angoisse et se lamentait. « Mon ami, mon doux Seigneur, où êtes-vous ? Pourquoi m'abandonnez-vous chaque semaine pendant 3 longues journées ? Ah, comme je suis lasse !» Ces absences répétées et inexpliquées la troublaient. Lentement, la peur, le doute s'insinuaient dans le cœur de Blandine. Le serpent de la jalousie faisait son œuvre de destruction. Une fois encore, la dame allait fondre en larmes quand elle entendit l'appel d'une sentinelle, le fracas des armes, le grincement du pont-levis. Des cris de joie s'élevèrent de la cour du château. Elle se précipita à l'une des fenêtres de sa chambre. En bas, les roses lueurs de l'aube éclairaient le visage de son cher mari, le baron Bisclaveret. C'était un jeune et fier chevalier dont le renom ne cessait de grandir à la cour du roi Arthur, depuis sa victoire au tournoi du Champ Périlleux. Il y avait porté haut les couleurs de Blandine, en désarçonnant une 12aine de valeureux combattants. Ce matin, il était méconnaissable. Sa mine était défaite, visage creusé par la fatigue, écorché çà et là, cheveux en bataille, mêlés de brindilles, d'épines et de boue séchée. Déjà, le charivari des cuisines emplissait les tréfonds de la bâtisse. Dans la grande salle, les écuyers dressaient les tables. Petit à petit, l'effervescence des préparatifs gagnait chaque étage de l'immense demeure. Le château semblait revivre. Tous se réjouissaient du retour de leur seigneur. 2 pages furent envoyés quérir des jongleurs, des ménestrels, des acrobates et un montreur d'ours de passage dans la région. Quelques heures plus tard, la fête battait son plein. Les tables regorgeaient de mets variés et succulents, pâtés de faisan, cuisseaux de chevreuil, cochons farcis, lamproies en galantine, gaufres fourrés et pommes d'épices. On mangeait à satiété.
Le vin poivré et le claret coulaient à flots. Les anaps s'entrechoquaient en de joyeux tintements. Pour le plus grand plaisir des convives, un bateleur faisait des culbutes, un autre avalait des poignards, un troisième jonglait avec des œufs frais. Obéissant aux ordres de son dresseur, l'ours brun traversait des cerceaux enflammés. Grisé par le son répétitif de la vielle, de la flûte et des tambourins, des jeunes filles formaient une ronde. Tout n'était qu'éclat de rire, tourbillon de plaisir, ivresse et liesse. Les joues empourprées par l'effort de la danse, Blandine se dirigea vers l'extrémité de la table où siégeait Bliss-Clavray. Elle s'assit sur ses genoux, passa ses bras nus autour de son cou et, serrée contre sa poitrine, avec des mots de miel et des sourires enjôleurs, elle le questionna. « Mon bel ami, une question me brûle les lèvres. Si j'osais vous la poser, en seriez-vous irrité ?» Le seigneur Bliss-Clavray déposa un baiser sur son front. « Ma chérie, je serais heureux de vous contenter, dans la mesure du possible. »« Seigneur, mon cœur ne supporte plus vos mystérieuses absences. Il saigne de vous perdre. Quelle occupation vous tienne donc éloigné de moi? Où donc allez-vous? » « Hélas, malheureuse, si je vous le révélais, ce serait la fin de votre amour et ma perte. » Un nuage vint assombrir le front de Blandine. Mes soupçons étaient donc fondés. Vous en aimez une autre. Des larmes roulèrent sur les joues de la jeune femme. Émue par une douleur si sincère, Bliss-Clavray, non sans quelques hésitations, lui révéla son effrayant secret. Mon aïeul avait fait arrêter une sorcière. Avant de périr dans les flammes, elle le maudit, lui et sa descendance mâle. Chaque semaine, pendant 3 jours et 3 nuits, je dois m'éloigner de vous. J'ai peur de ne pas me contrôler, si peur de vous faire du mal. Loin du château, je me dépouille de mes riches habits et deviens loup-garou. Caché à la vue des hommes, je cours les profondes forêts. Puis, au terme de ces journées, j'endosse à nouveau mes effets afin de recouvrer mon humanité. Partagée entre la curiosité et la peur, la dame continua à harceler Bliss-Clavray de questions. « Et si, par malheur, vous perdiez vos vêtements? » Je resterai à jamais une bête fauve. Mais ne vous inquiétez pas, je les mets à l'abri. Votre cachette est-elle vraiment sûre? Où se trouve-t-elle? Mamie, je ne peux dévoiler ce lieu. Personne ne doit le connaître. Allons, ne sommes-nous pas mari et femme? Vous ne devez rien me dissimuler. Vaincu par la folle insistance de Blandine, le chevalier révéla la cache. C'était une pierre creuse, près d'une chapelle forestière, à la limite du domaine. Depuis ce jour, rien ne fut plus comme avant. Blandine manifestait des signes de nervosité en présence du baron. Tout en lui la mettait mal à l'aise. Elle lui lançait des regards apeurés, l'imaginant velu, griffu, noir comme un diable, féroce comme un loup. Elle évitait de le croiser
seule dans les sombres couloirs du donjon, et désertait sa couche. La nuit venue, elle rêvait de ses yeux flamboyants, tels des charbons ardents, de terribles yeux au pouvoir hypnotique qui semblaient la guetter du fin fond de la forêt. En peu de temps, son cœur changea. Blandine n'éprouvait plus que du dégoût pour son mari. Finalement, la châtelaine mit au point un plan diabolique pour s'en débarrasser. Elle convoqua Thibaut, un chevalier des environs, qui l'aimait d'un amour sans espoir. « Thibaut, je vous donne aujourd'hui l'occasion de me conquérir. Écoutez-moi. » Elle lui dévoila les secrets de son mari, puis lui expliqua sa mission. « Tu devras épier mon époux, attendre sa transformation et lui dérober ses habits. » Le moment venu, Thibaut suivit Bisclaveret jusqu'à la petite chapelle entourée de hauts chênes. À bonne distance, caché parmi les frondaisons, il vit le baron se dévêtir. Après avoir déposé son manteau, sa cotte de mailles, ses chausses, sa chemise à manches longues, ses braies, Bisclaveret resta immobile, complètement nu, la tête rejetée en arrière, tremblant de tous ses membres. Puis, soudain, il cria à tue-tête. Le cri se transforma en un grondement, un hurlement à vous glacer les sangs. De peur, Thibaut détourna les yeux. Il avait envie de détaler comme un lapin. Il attendit un long moment après le départ du chevalier Garou pour s'approcher de la cachette. Son forfait accompli, il regagna le château de Blandine en toute hâte, les habits de Bisclaveret sous le bras. Les 3 premières journées, cette nouvelle disparition n'alarma personne. En effet, au domaine, comme à la cour de Bretagne, les gens avaient l'habitude des absences de Bisclaveret. Au 4e jour, ses compagnons d'armes le recherchèrent dans toute la contrée. En vain. Au bout de quelques semaines, ils avaient perdu l'espoir de le revoir. Le roi Arthur s'affligeait de la perte de ce preux chevalier. Cependant, le temps fit son œuvre, et l'on oublia Bisclaveret. Après plusieurs mois d'une attente simulée, Blandine épousa Thibaut, son complice. Par un clair matin, le roi Arthur, excellent cavalier et grand tueur de loups, décida d'une partie de chasse. Il quitta la cité de Quardeuil avec quelques hardis compagnons. Yvain, Lancelot, Perceval, Gauvin. Ils chevauchèrent par les chemins, les plaines, les landes et les vallées. La troupe menait grand vacarme. Les trompes d'airain sonnaient joyeusement, répondant aux aboiements de chiens, aux hennissements des chevaux. Ils finirent par atteindre une forêt, à quelques lieues des terres de Blandine et Thibaut. Près d'une source, entre 2 arbres abattus par une récente tempête, la meute débusqua un loup énorme. Cette bête, au pelage argenté, semblait douée d'une merveilleuse intelligence, car elle échappa toute la journée à ses poursuivants. Mais, alors que le soleil déclinait, l'animal, épuisé par tant de courses, fut encerclé par les chasseurs et leurs dogues. Le signal de la curée allait être donné par le roi.
les molosses, l'écume à la gueule, les babines retroussées, se rapprochaient en grondant. Les hommes levaient leurs piques. Soudain, le fauve bondit en direction du souverain, brisant le cercle de ses assaillants. À cet instant, les chasseurs assistèrent à un prodige. Au lieu de se jeter sur Arthur et de le déchirer de sa puissante mâchoire, le loup lui lécha la botte avant de se coucher au sabot du destrier. « Hé, mes seigneurs, quelle est cette merveille ?» demanda le souverain à ses compagnons. « Regardez, cette bête se prosterne, tel un homme vaincu. Je lui accorde ma grâce. Retenez les chiens, la chasse est finie. Rentrons. » C'est ainsi que Bisclaveret fut recueilli par le roi. Bien vite, l'animal devint la coqueluche de la cour. Quelque temps plus tard, Arthur fit annoncer par ses messagers qu'il convoquait pour Pentecôte toute la noblesse qui tenait une terre de lui. Au jour fixé, des centaines de chevaliers, barons et comtes accoururent des 4 coins du royaume. Jamais aucun roi n'avait tenu une cour aussi magnifique. Il y avait là toute la fleur de la chevalerie, les fidèles compagnons de la table ronde et bien d'autres encore, dont Thibaut. Le souverain, le front ceint de la couronne des rois bretons, le sceptre à la main, siégeait en sa salle aux voûtes peintes de dragons que soutenaient de gigantesques piliers d'onyx et de porphyre. Vêtu d'une tunique à l'étoffe aussi fine que la soie, mais plus résistante que l'acier le mieux trempé, on la disait bordée par des fées, Arthur était d'humeur joyeuse. Au pied du trône d'ébène et d'ivoire, sur des coussins de brocart, Bisclaveret sommeillait, sans aucune entrave. Comme le voulait la coutume, chaque seigneur vint saluer le roi. Quand à son tour, Thibaut s'approcha du trône, Bisclaveret bondit sur lui, devant l'assistance médusée. Une furieuse mêlée s'ensuivit. Arthur rappela son loup avant qu'il ne fît un bien mauvais sort à sa proie. Le manteau déchiré, taché de sang, les chausses en lambeaux, Thibaut avait perdu sa fière allure. Il accabla le roi de reproches et réclama la mort de l'animal. Arthur ne put s'y résoudre. Jusque-là, le loup n'avait pas manifesté d'agressivité. Furieux, Thibaut refusa les somptueux présents offerts en compensation et quitta la cour, promettant de ne plus jamais y mettre les pieds. Peu de temps après cet étrange incident, le roi, las des affaires du royaume, manda l'un de ses écuyers. Il désirait monter son fougue destrier afin de se changer les idées. L'ayant enfourché, il s'élança à bride abattue hors de la cité royale, suivi d'une petite compagnie et de Bisclaveret. Ils filèrent à travers le pays, insaisissables comme le vent. Rien ne semblait pouvoir arrêter leur folle cavalcade. Les sabots des destriers faisaient voler alentour l'eau des gués et la poussière des chemins. Oublieux des heures qui s'écoulaient, les cavaliers goûtaient l'ivresse d'une course sans but. Le jour déclinait lorsqu'ils arrivèrent à l'orée d'un bois. Le hasard, à moins qu'il ne s'agisse du destin, les avait conduits près de l'endroit où le merveilleux animal avait été découvert.
Il était trop tard pour retourner au palais. Plus de 15 lieues avaient été parcourues. Les bêtes étaient épuisées et, sous peu, la nuit allait noyer le paysage de ses ténèbres, libérant maléfices et démons. Déjà, le soleil couchant ensanglantait le feuillage des chênes centenaires. Préférant se loger dans le pays, Arthur demanda l'hospitalité pour la nuit à l'un de ses vassaux. Bien vite, la rumeur de sa présence fit le tour des châteaux environnants et parvint jusqu'à Blandine. Elle décida qu'elle irait lui rendre visite le lendemain, afin d'obtenir, coûte que coûte, le châtiment du loup. De bon matin, Blandine parvint au logis du roi. Majestueuse, la dame, vêtue d'un manteau de samit perlé, doublé d'hermine, au collet et aux poignets, fermé par des attaches d'or serties d'émeraude, descendit de son pâle froid pommelé. Sa tunique de soie, couleur claire de lune, brodée de licorne, ondoyait au rythme de ses pas. Du plus loin qu'il l'aperçut, Bisclaveret la reconnut. À peine Blandine eut-elle pénétré dans la salle d'audience qu'il la précipita à terre et, possédé par une folie meurtrière, lui arracha le nez. Effrayés par tant de sauvagerie, les serviteurs du roi s'apprêtaient à mettre en pièces l'animal enragé. Un chevalier arrêta leur geste. « Sire, écoutez-moi, dit-il en s'adressant au roi. Cette bête a vécu près de nous sans faire le moindre mal. Elle n'a été cruelle qu'envers cette dame et son époux. La coïncidence est troublante. Faites-la soigner, puis interroger. Peut-être c'est-elle la cause de la haine que lui porte le loup. » Blandine et Thibaut furent emmenés dans les geôles du palais. Prise au piège, l'épouse vipérine passa aux aveux. Elle raconta ce qu'il advenait, 3 jours par semaine, de son premier époux, et comment elle l'avait trahi. Ce loup vengeur ne pouvait être que Bisclaveret, son mari métamorphosé, elle en était certaine. Quant aux habits dérobés, elle les avait rangés dans le grand coffre sculpté au pied de son lit. Le roi ordonna à l'un de ses capitaines de lui ramener au plus vite les effets du chevalier. Une fois les vêtements en sa possession, Arthur les fit apporter devant le loup. Après les avoir flairés, l'animal les dédaigna en gémissant. « Nous sommes-nous trompés ?» murmura le roi. Le sage chevalier, qui avait déjà fort judicieusement conseillé son souverain, reprit alors la parole. « Sire, ne comprenez-vous pas qu'il n'accepterait pour rien au monde de reprendre sa forme humaine devant nous tous ? Ce spectacle n'est pas pour les yeux des hommes. » Le roi conduisit le loup dans sa propre chambre, y déposa les habits et s'en retourna. Plusieurs heures s'étaient écoulées lorsque le roi revint dans la chambre, escorté par 2 barons. Sur le lit royal, richement apprêté, ils découvrirent le chevalier, endormi. Doucement, le roi le réveilla. Heureux de retrouver un compagnon cher à son cœur, il lui donna l'accolade. Devant l'assemblée des barons, le souverain rendit à Bisclaveret son domaine. Quant à dame Blandine et au chevalier Thibaut, ils furent bannis de Bretagne. On raconte qu'ils eurent beaucoup d'enfants. Les femmes de leur lignage, c'est la stricte vérité, naquirent et vécurent sans nez.